Bonsoir à tous, je suis Arthur Dreyfus, je suis journaliste et écrivain et je vais modérer, donner la parole ce soir à deux personnes, à Lucille Pétavin qui est à ma droite et à François Ronan Dubois qui est à ma gauche. Le thème de cette conférence ou de cette rencontre sur le papier, c'est « La virilité est-elle un privilège ou quoi? Ou un piège ?» Mais nous allons essayer de centrer cette discussion sur le thème de la construction du genre. Il est vrai que quand nous regardons un homme et une femme, ils n'ont pas exactement le même corps, mais il y a l'immense majorité de ce que nous appelons le masculin et le féminin serait construit socialement, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui et culturellement. Je vais présenter les deux personnes qui sont face à vous, pour que vous sachiez qui vous allez entendre. Je commence avec Lucille, qui est à ma droite. Lucille est historienne. Son livre en France, qui s'appelle Le coût de la virilité, le coût au sens de la dépense, puisque le coût, il y a plusieurs mots en français, a été un grand succès en France et a fait beaucoup de bruit. Et Lucille parlera de ce livre dans une deuxième conférence demain, plus précisément. Mais le sujet de ce livre, c'est qu'elle s'est intéressée au coût financier de la masculinité, disons, toxique, de la virilité, de tout ce qui pourrait être associé négativement à la virilité pour un pays comme la France. Et elle a fait des calculs et elle est arrivée à un chiffre impressionnant. Elle vous expliquera ça demain et peut-être un tout petit peu ce soir. Mais à titre d'exemple, c'est le fait que l'immense majorité de la délinquance dans un pays comme la France, mais dans tous les pays, soit produite principalement par des hommes qui l'a mené à s'interroger sur cette question. Si 90% d'hommes produisent de la délinquance, alors combien est-ce qu'il coûte de plus que les femmes qui, elles, n'en produisent pas ou moins? Lucille est historienne, elle a fait sa thèse d'histoire et ensuite elle s'est spécialisée dans la prévention des violences sexistes au sein du cabinet Psytel et aussi au sein de la Fondation des femmes. Elle est essayiste et maintenant c'est vraiment son sujet clé, son sujet privilégié, l'observation des comportements sexistes, des violences sexistes, sexuelles, de la manière dont on traite ou pas les enfants, à travers le prisme de la construction homme-femme. À ma gauche, François Ronan Dubois, qui est désormais chef de projet à l'Institut français et qui organise des programmes pour un certain nombre d'organisations non gouvernementales, des ONG, autour des droits humains, et notamment sur la question du genre, et également des violences sexuelles. Et François Ronan, dans une première vie, en tout cas antérieurement, a été chercheur et s'est spécialisé dans l'histoire des représentations du genre, ou notamment du consentement lié à la sexualité dans les sphères culturelles. Alors, je vais vous donner la parole à tous les deux et on va commencer par François Ronan pour réfléchir à cette question de la construction de la masculinité et de la féminité. Et je crois que François Ronan, tu avais pour commencer 3 points, trois mots-clés, 3 choses qui te permettaient de démarrer ta réflexion. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous parler de mes coiffeurs, parce que je pense que c'est l'objet essentiel de cette conversation. Dans ma ville, il y a 2 coiffeurs. Il y a un coiffeur qui est un barbershop. Et vous entrez chez le coiffeur et tous les coiffeurs sont des hommes. Le logo, c'est le visage d'un homme avec une grosse barbe. Quand on rentre, les coiffeurs parlent entre eux de leur conquête féminine. Alors, ils parlent entre eux en espagnol, mais quand il y a un client qui arrive, ils parlent entre eux en français du même sujet, parce qu'ils sont coiffeurs, certes, mais il ne s'agirait pas qu'on pense qu'ils sont homosexuels. On s'assoit et on coiffe uniquement à la tondeuse et le coiffeur ne vous parle pas. Pas de conversation, on est dans un silence viril et une fois que la coiffure est finie, on se lève, on paie et on s'en va. En face, juste en face, il y a des coiffeuses, il n'y a que des femmes, les clientes sont majoritairement des femmes, on coupe uniquement au ciseau et quand on rentre, on fait la conversation pendant 40 minutes.
À côté des coiffeurs, il y a 2 magasins alimentaires. Il y a une épicerie bio, où les clients sont majoritairement des clientes, et moi. Et en face, il y a un magasin de plats à préparer qui s'appelle Charlie's Market, dont le logo est un homme avec une grosse barbe. Dans mon quartier, les gens portent des moustaches. C'est un quartier très moustachu. Il y a 10 ans, 15 ans, dans ma génération, personne ne portait de moustache. En fait, vous voyez, il y a tout un répertoire de la virilité. Il y a une manière de montrer sa masculinité, des codes vestimentaires pileux, des manières d'avoir des interactions sociales, des manières de se préparer à manger. Et tout ça change au fil du temps, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer. On va essayer de vous montrer que les hommes ne sont peut-être pas condamnés à porter la moustache, à la barbe, à ne parler à personne et à manger uniquement des carottes râpées préparées, mais peut-être que dans cette virilité, il y a une possibilité d'ouverture. Alors, ce qu'on veut vous faire là, c'est commencer par examiner ce qui est présenté. Ok. Ce qu'on veut commencer par vous présenter, c'est est-ce qu'il y a des invariants biologiques, est-ce qu'il y a des réalités biologiques qui fondent la virilité chez les hommes plutôt que chez les femmes? Alors, effectivement, cette question de virilité, alors peut-être qu'on pourrait commencer par définir ce qu'est la virilité. Alors, pour reprendre les termes d'Olivia Gazalet, qui est une philosophe et qui est spécialiste du sujet, la virilité, c'est une norme, un idéal normatif à travers lequel on éduque encore aujourd'hui les hommes. Et notamment, la virilité, c'est une notion qui rassemble les attributs de force et de puissance. C'est-à-dire qu'on apprend très tôt aux garçons à être les plus forts, moralement et physiquement. Et cela est fait de façon pas toujours consciente, parce que nous-mêmes, nous avons été éduqués à travers ces schémas et on les transmet sans toujours s'en rendre compte. Et la question qui est derrière, c'est que finalement, la virilité relève de l'éducation. Et on n'aura pas le temps de développer là ce soir comment véritablement on éduque les garçons à travers la virilité. Mais en tout cas, la question qui se pose quand on aborde ce sujet, c'est pourquoi les hommes sont dominants, pourquoi il y a une domination du masculin sur le féminin. Eh bien, il y a des idées reçues qui circulent encore aujourd'hui, des mythes qui légitiment la domination des hommes sur les femmes. Et aujourd'hui, ce soir-là, on va justement revenir à la base et essayer de comprendre, mais est-ce qu'il y a véritablement quelque chose dans la nature masculine? Est-ce qu'il y a une essence masculine qui pousse les hommes à être dominants? Alors, la première idée reçue que l'on va déconstruire et que l'on va interroger, c'est l'idée du temps des cavernes. Parce que quand on parle de domination masculine, très rapidement, on s'entend dire, mais déjà au temps des cavernes, les hommes dominaient, voilà, ils allaient à la chasse, c'était eux qui exerçaient la puissance, la force, pendant que les femmes, elles, restaient dans les grottes à enfanter. Donc le temps des cavernes, il faut savoir que c'est l'ère la plus étendue de notre histoire. On est au Paléolithique, donc on remonte là vers moins 3 millions d'années jusqu'à moins 12 000, le Néolithique. Et souvent, on fait appel à cette période finalement pour dire bon, bah, ça a toujours été comme ça, et donc on ne peut rien y faire. Ça fait partie de notre nature, de nos sociétés, voilà, depuis la nuit des temps. Alors, il faut savoir qu'à cette période du Paléolithique, les peuplades, les peuples vont finalement se répartir sur les continents et ne vont pas se développer de façon uniforme. C'est-à-dire que nous avons cette image figée
des hommes qui chassent pendant que les femmes sont dans les grottes. Et il faut savoir qu'on l'a un petit peu évoqué dans la table ronde précédente, mais que les réalités étaient beaucoup plus variées à cette période, et notamment dans les rôles entre les hommes et les femmes. Et si aujourd'hui nous avons encore cette image figée de différence de rôle entre les hommes et les femmes, c'est parce qu'il y a eu au XIXe siècle des historiens qui ont plaqué leur propre représentation de la société sur les traces archéologiques qu'ils découvraient. Et par exemple, lorsqu'ils découvraient des sépultures avec des squelettes robustes, richement parés, c'est-à-dire avec des armes, avec des bijoux, avec des attributs de richesse, de puissance, ils se disaient eh bien, que c'était des sépultures d'hommes. Mais aujourd'hui, avec les sciences qui ont progressé, on a découvert que certaines sépultures qu'on attribuait à des hommes étaient en fait des sépultures de femmes. Et c'est de cette façon que, par exemple, en France, l'homme de Menton est devenu la dame du Cavillon. Également, l'idée de la chasse doit être remise en question, de l'importance de la chasse, puisque la chasse au gros gibier à cette époque-là ne commence vers véritablement moins 45 000, donc on est au Paléolithique supérieur. Avant cela, ces peuples se nourrissaient de viande, surtout qui était à l'origine finalement, enfin qu'ils trouvaient dans des cadavres d'animaux. Et ce que l'on constate, c'est que les femmes aussi chassaient. Les femmes ne restaient pas dans les grottes. On a trouvé sur les squelettes des traces dans leur morphologie qui indiquaient qu'elles aussi participaient activement à la chasse. Par rapport à la domination masculine, ce qui a été noté, c'est qu'il y aurait eu une dégradation des conditions de vie des femmes au néolithique. Donc là, on est vers moins 12 000 à peu près, avec la sédentarisation des peuples de chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'on a noté sur les squelettes des femmes des traces beaucoup plus systématiques de pénurie, de violence et finalement une dégradation de leurs conditions de vie. Et c'est à un moment où la virilité s'est incarnée dans les armes pour les hommes et notamment pour défendre la propriété privée. Et c'est un moment aussi où les hommes auraient compris, avec l'élevage des animaux, comment se reproduisent les êtres vivants et qu'il y a eu un besoin de contrôle de la filiation. Donc là, j'évoque les travaux de Françoise Héritier qui avance cette théorie et cette hypothèse dans ses travaux. Mais en tout cas, ce que disent les paléohistoriens aujourd'hui, tels que Paul Desmoules, c'est qu'il n'y a pas de fatalité biologique ou sociale à la domination masculine et qu'elle relèverait donc d'une construction culturelle. Et on voit que dans les sociétés du Paléolithique, les réalités étaient beaucoup plus variées entre les rôles des hommes et des femmes qu'on ne le pense encore aujourd'hui. Ensuite, il y a d'autres idées reçues qui circulent. Alors, par exemple, la testostérone. Alors ça, c'est un argument qui revient sans cesse. C'est-à-dire qu'on explique la violence, les comportements asociaux des hommes à cause de la testostérone. Alors, si on a cette idée, c'est parce que cette hormone joue un rôle important chez les hommes dans le développement des poils, dans le développement de la musculature, qui sont en fait des attributs que l'on considère être virils. Alors, il faut savoir que les femmes aussi en produisent à des taux 8 à 10 fois inférieurs aux hommes. Mais en tout cas, ce n'est pas une hormone exclusivement masculine. Et donc, ce que
a fait, certains chercheurs, c'est de se poser la question, mais est-ce qu'il y a véritablement un lien entre la testostérone et la violence? Et les études récentes sur le sujet montrent que cette hormone peut être aussi bien liée à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormones augmente. Ça a été, par exemple, corroboré par des études qui ont été faites sur des primates. Parce qu'il faut savoir que les primates ont le même système hormonal que le nôtre. Et là, on a découvert que chez les chimpanzés, ce sont les mâles qui dominent. Ils ont à se battre pour être les dominants et pour avoir accès aux femelles. Et eux ont des niveaux de testostérone élevés. Alors que chez les bonobos, ce sont les femelles qui dominent. Et là, les mâles qui n'ont pas besoin de se battre ont des niveaux de testostérone bas. Donc, cela prouve que finalement, c'est bien l'organisation hiérarchique sociale qui joue un rôle déterminant dans la production de la testostérone. Et il faut savoir que comme toute hormone, elle peut varier chez les individus, chez les hommes, chez les femmes, tout au long de la vie. Par exemple, au moment de l'adolescence, au moment de la ménopause, au moment de la naissance d'un enfant. Et pour reprendre les mots de la neurobiologiste Catherine Vidal, elle précise que dans des conditions normales, il est impossible de démêler le rôle éventuel des hormones par rapport aux 1000 autres facteurs environnementaux susceptibles d'affecter nos états d'âme. Donc, non, la testostérone n'est pas à l'origine des comportements violents, des comportements délictuels, de crimes des hommes. Et d'ailleurs, face à la justice, on ne dit pas « bon, puisque c'est un homme, on va le disculper de fait, puisque monsieur a des niveaux de testostérone élevés ». Ça ne tient pas la route. Je vais arrêter. Je vais passer à la troisième idée reçue, puisque le temps file, qui est celui du cerveau et le fait que hommes et femmes, nous aurions des cerveaux différents qui expliquerait que nous ayons des aptitudes et des comportements différents. Voilà, pour caricaturer à peine, pendant très longtemps, on pensait que les hommes avaient un cerveau fait pour les maths et les femmes un cerveau fait pour le tricot. Et là aussi, cette représentation nous vient du 19e siècle. C'est un siècle pendant lequel la neurobiologie s'est développée, pendant lequel on a fait le lien entre le cerveau et la pensée, avec le développement de la chimie, de l'optique. Parce qu'avant cela, on imaginait que la pensée se trouvait dans d'autres organes, tels que le cœur ou le foie, par exemple. Et au XIXe siècle, donc, on s'est posé la question de l'intelligence corrélée à la taille du cerveau et de la taille du cerveau corrélée au sexe de la personne à qui il appartient. Et il y a un neurobiologiste qui s'appelle Paul Broca qui, en 1861, a pesé une vingtaine de cerveaux et il a trouvé 150 grammes en moyenne de différence entre les cerveaux des hommes et des femmes. Je vous laisse deviner qui avait les cerveaux les plus légers, évidemment. Et ce qui a expliqué, selon lui, ça y est, on a résolu le mystère. Pourquoi les femmes sont moins intelligentes que les hommes? Alors, il faut savoir que depuis, avec les technologies modernes, on sait que la taille du cerveau n'est pas corrélée au sexe de la personne à qui il appartient et que l'intelligence n'est pas corrélée à la taille du cerveau. Par exemple, le cerveau d'Einstein, qui a été conservé dans du formol en 1955 après sa mort, a un poids de 10% inférieur à la moyenne. Et ce qu'on a découvert, c'est que lorsque l'on est, qu'on soit garçon ou fille, il n'y a que 10%
de nos connexions cérébrales qui sont faites. Que les 90% restantes se développent en fonction de nos apprentissages, en fonction de nos expériences. Par exemple, on sait que lorsqu'un adulte, ou peu importe, un adolescent, apprend à jouer du piano, eh bien, il va développer dans son cerveau certaines connexions cérébrales qui vont se faire pour jouer du piano. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, et cela tout au long de la vie. Donc, ce que nous indique la neurobiologie, c'est qu'il n'y a pas, là non plus, du côté du cerveau, un déterminisme. Nous ne sommes pas déterminés dans nos comportements par notre cerveau, que l'on soit un homme ou une femme. Et enfin, je terminerai par les études d'anthropologie, et notamment avec les travaux de Margaret Mead, qui datent déjà des années 30, et qui sont venus finalement corroborer en amont tout ce que je viens de dire là, puisque elle a travaillé sur des sociétés dites primitives en Malaisie, et elle s'est rendue compte que dans certaines de ces sociétés, les rôles différenciés entre les hommes et les femmes étaient différents des nôtres, et même voire étaient inversés. C'est-à-dire qu'elle a rapporté que, par exemple, chez les Arapèches, l'homme idéal était doux et sensible, qu'il apprend dès son plus jeune âge l'empathie. Alors là, vous allez me pardonner ma prononciation. Chez les Mundu Gomor, la norme était au contraire à l'agressivité chez les deux sexes. Et enfin, chez les Chamboulis, c'était les femmes qui avaient des comportements plus agressifs que les hommes. Et de ce fait, elle montre que dans ces sociétés, là aussi, il n'y a pas de déterminisme, qu'on est face à une variété et que rien n'est figé entre les rôles sociaux des hommes et des femmes. Et donc, si on croise tous ces champs disciplinaires, il apparaît très clairement qu'il n'y a pas d'essence masculine qui pousserait les hommes à être dominants, à être surreprésentés donc dans les comportements de violence. Et que effectivement la réponse se trouve ailleurs, qu'il n'y a rien de biologique ou de physiologique donc chez les hommes qui expliquerait ces comportements. Je vais peut-être maintenant laisser... Oui, juste avant d'écouter l'analyse de François Renan, j'avais deux questions-remarques. Après t'avoir entendu, Lucile, tu dis au début que tous ces comportements qui provoquent ensuite de la violence, ce qu'on pourrait appeler une toxicité virile, sont souvent transmis à l'insu des personnes, sans même qu'on s'en rende compte. Alors, est-ce à dire que c'est la faute de tout un système et pas uniquement des hommes? Parce que c'est une remarque qu'on pourrait souvent faire, et quand on lit ton livre, c'est ce qu'on se dit aussi. Ces hommes sont élevés par des mères, ils ont des sœurs, ils ont des compagnes, et donc c'est un système qui les dépasse largement. Ils sont agis par ce système, ils sont les agents d'une structure qui est beaucoup plus globale. Tu serais d'accord avec ça? Bien sûr, l'éducation, elle se transmet par une société entière. Il y a le rôle des parents, des mères, des pères, bien évidemment, de l'entourage, mais il y a aussi les aspects culturels, le fait qu'aujourd'hui encore, l'immense majorité des héros soient des hommes qui s'adonnent à une virilité, une violence bien souvent légitimée pour sauver le monde. Et effectivement, hein, ça se joue à plusieurs strates de la société. C'est pas pour dire oui, les hommes sont responsables de ça, c'est questionner justement qu'est-ce qu'il y a dans l'éducation qu'on donne notamment aux hommes qui les pousse à se comporter de cette façon. Puisqu'on a vu qu'il n'y avait rien dans leur physiologie
qu'est-ce qu'il se passe du côté de l'éducation? Et là, il y a beaucoup d'études de sociologie qui montrent comment, de façon très concrète, ça se transmet par l'entourage, par la famille, par la culture, par voilà, les livres, les films, à l'école, etc. Et comment, finalement, cette virilité est encore extrêmement valorisée dans la société. Y compris par des femmes qui donc agiraient contre leur propre intérêt rétrospectivement. Voilà, ça c'est très intéressant de s'en rendre compte, mais même, j'ai envie de dire, dans l'idéal masculin qu'on vend aux femmes, ça va bien souvent être un homme fort, un homme viril, et il faut avoir bien conscience que la virilité engendre des comportements de domination, et donc cela peut être au détriment des femmes, en effet. Et voilà, et ma deuxième remarque, c'est la conclusion de ton livre. Tu imagines, puisque c'est le sous-titre du livre, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Et si les hommes se comportaient comme les femmes, écris-tu, il y aurait des retombées positives majeures sur le quotidien de chaque citoyen. Sans le paradigme viriliste, il n'y aurait quasiment plus de viols, plus d'agressions, de harcèlement, de meurtres, de vol ou d'escroquerie. L'insécurité serait considérablement réduite. Nous ne craindrions plus de marcher, là on parle des femmes, le soir dans la rue. Oui, mais surtout étant une femme, tu précises. Tout à fait. De laisser nos enfants jouer seuls dehors, de nous faire invectiver en raison de notre tenue, etc. Sortir de la virilité produirait une société plus pacifique et plus riche, dans laquelle nous serions tous plus libres. Et quand on lit ça, on a envie de te croire, et en même temps, on se dit qu'il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de l'utopie, du rêve, comme certains modèles culturels ou politiques qui nous ont vendu un homme parfait, un homme idéal, un homme au sens de l'humain. On a l'impression à lire ça que ce que Freud appelle la pulsion de mort disparaîtrait, que si tous les hommes se comportaient comme des femmes, selon l'expression, il n'y aurait plus d'agressivité du tout chez l'humain. Alors, en tout cas, ce que nous montrent les chiffres, c'est que les femmes qui sont peu ou pas éduquées à travers cette notion de virilité là dont on a parlé, eh bien, en effet, elles ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elles ont des comportements beaucoup plus empathiques, elles respectent beaucoup plus autrui, elles gèrent mieux leurs sentiments, etc. Et dans les chiffres, ça se traduit de façon très concrète. En France, elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Donc, elles sont à l'origine de très peu de comportements asociaux et de très peu de comportements de violence. Et donc, s'il n'y a rien dans la domination et dans la violence des hommes du côté de la biologie et que ça se joue sur un point culturel, si on change la culture, et je pense qu'on a toutes et tous intérêt à changer cette culture, parce que si les femmes sont victimes de la virilité, les hommes aussi en sont victimes quelque part, ils en payent un prix, parce que prouver sans cesse qu'on est fort moralement et physiquement, ça a un coût. On va y revenir avec François Ronan, sur la santé des hommes notamment, et un coût faramineux pour l'État, pour la société. Mais là, en fait, je vais parler de tout ça très largement demain. Donc oui, on a toutes et tous intérêt à en sortir. On le fait déjà pour la moitié de l'humanité, à savoir les femmes. On donne déjà cette éducation plus humaniste aux femmes. Donc faisons-le aussi pour les hommes et on changera effectivement de paradigme. Alors nous allons écouter maintenant François Ronan. Alors maintenant, ce qu'on aimerait faire avec Lucille, c'est vous montrer deux exemples où cette virilité est effectivement un piège pour les hommes, où les hommes sont victimes de cette situation dans laquelle ils exercent certes une domination en tant que groupe sur l'ensemble de la société, mais à l'intérieur de laquelle eux-mêmes paient le prix de leur propre domination. Le premier de ces exemples, c'est la question de l'accès aux émotions, du développement psychique et de la santé psychique. Les hommes, dans l'immense majorité de l'histoire occidentale, de nos sociétés, sont peu amenés et peu admis à extérioriser leurs émotions. Comme mon coiffeur, ils parlent peu de leur intériorité,
Ils manifestent peu cette intériorité, cette douleur par des signes non verbaux. L'un des exemples qui est souvent utilisé, c'est la question des larmes. On apprend très tôt aux petits garçons à ne pas pleurer. Et si l'on regarde l'ensemble de l'histoire, il y a des périodes très courtes où les larmes viriles existent, sont représentées, sont valorisées. À la fin du Moyen-Âge, les rois pleurent pour des raisons tragiques, quand le sort des États est en jeu, mais ils ne pleurent pas pour des détresses personnelles. Au XVIIIe siècle, les hommes qui sont éduqués pleurent au théâtre devant les romans quand ils voient quelque chose de très émouvant pour se distinguer de la plèbe, des gens qui ne sont pas éduqués, qui n'ont donc pas accès à cette sensibilité. Mais dans la majorité des cas, des époques, des sociétés, de nos sociétés, les hommes ne pleurent pas et n'extériorisent pas leurs émotions. Et ça a des conséquences concrètes sur la santé psychique, mentale et émotionnelle des hommes. Et ces conséquences, on peut les chiffrer dans une certaine mesure. En effet, ce que montrent les études, c'est que plus les hommes ont une vision rigide de leur masculinité, et notamment une vision virile de leur identité, moins ils vont faire appel à des soins de santé préventifs. Parce que faire appel se faire aider, parce que c'est ça, est vu comme une faiblesse. Et on l'a dit, la virilité, c'est la force, donc surtout pas de faiblesse. Et ce qui fait que, il y a un autre aspect aussi que je voulais développer, c'est que au travail, par exemple, quand les hommes sont en souffrance, par exemple, quand il y a un management qui est autoritaire, ils vont réinvestir leur position masculine en prenant davantage de risques, ce qui a des effets très concrets sur leur mal-être, sur leur état dépressif. Il faut savoir que les hommes ont des taux bien supérieurs aux femmes en termes de suicide parce qu'ils réussissent leur suicide 3 à 4 fois supérieurs à ceux des femmes. Alors, un deuxième exemple qu'on va étudier, c'est la manière dont la compétition s'exerce entre les hommes, dont il y a une compétition à la virilité, et dont cette compétition à la virilité entraîne des risques concrets, y compris pour ceux qui sont dans une position dominante, qui incarnent le mieux ces questions de virilité. Alors, je disais, au XVIIIe siècle, les hommes et les hommes éduqués pleurent facilement. Qu'est-ce qui se passe entre la fin du XVIIIe siècle et notre époque où la virilité est investie d'une façon plus stoïque? Alors pour la France, par exemple, la Révolution française va restaurer un idéal antique romain et va réinvestir la figure de la virilité romaine où l'homme qui défend la patrie ne pleure pas. Et cette figure-là, elle va se perpétuer par un siècle et demi de guerre coloniale, de guerre sur le territoire européen et de guerre mondiale. Et ce qui se passe à l'issue des guerres mondiales, c'est que la figure du héros guerrier qui va à la bataille et qui mène une bataille glorieuse, cette figure-là, elle est déconstruite par la violence absolue des deux guerres, de la guerre industrielle, de la guerre de tranchées, de la guerre où les gens reviennent de la guerre, ne meurent pas, mais ils reviennent mutilés, détruits, défigurés et traumatisés. Et là, un stigmate pèse sur la personne qui revient de la guerre, qui n'est pas morte au combat, sur l'homme qui n'est pas mort au combat et sur lequel pèse une suspicion de lâcheté. Sur l'homme qui revient et qui n'est pas défiguré et qui donc ne se serait pas exposé suffisamment au danger. Une suspicion pèse encore plus forte sur l'homme qui a été réformé, qui n'est pas du tout parti à la guerre, parce qu'il avait des infirmités perçues dans son physique ou dans son tempérament. À la fin de ces deux guerres mondiales, cette virilité qui ne peut plus s'exprimer dans un idéal guerrier qui a été complètement démantelé par le traumatisme social des deux guerres, elle va s'exprimer par un ensemble d'autres comportements, des comportements à risque, où on est amené à manifester son courage, sa domination sur les autres. Et ces comportements-là, ils ont aussi des conséquences concrètes sur la santé physique des hommes. En fait, finalement, les comportements à risque, c'est sans cesse prouver qu'on est fort moralement et physiquement.
Et il y a des études qui montrent que déjà, à l'âge de 14 ans, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. Que en France, là c'est un chiffre français, mais bon, souvent les proportions sont à peu près les mêmes dans tous les pays. Sur la route, 78% des morts sont des hommes. Encore aujourd'hui, voilà, dans les comportements addictifs, de tabac, d'alcool, ce sont les hommes qui sont dans l'immense majorité les victimes de cancer suite à ces comportements. Si bien que dans les chiffres, les hommes ont 2 à 3 fois plus de risques de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque, que les femmes. Alors, pour résumer, et je pense qu'après on peut prendre des questions, il n'y a pas de nécessité de déterminisme biologique à la virilité. Cette virilité, elle est néanmoins persistante à travers l'histoire de nos sociétés. Elle a un effet de domination du groupe social des hommes sur l'ensemble de la société, en particulier sur les femmes, un effet de domination interne entre les hommes qui sont le plus capables d'incarner, de manifester, d'agir cette virilité. Et elle a des coûts pour ces hommes. Pour les hommes, elle a des coûts pour les femmes, évidemment, qui subissent cette domination. Elle a des coûts pour les hommes qui ne sont pas les porteurs des marques de la virilité, mais elle a des coûts également qu'on peut chiffrer, qu'on peut évaluer, qu'on peut décrire pour les hommes qui incarnent le mieux cette virilité. D'où l'urgence de la déconstruire. Il y a des questions. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne sais pas s'il y a un micro. Alors, les femmes et les filles sont aussi capables de violence. Je ne dis pas le contraire. Et même, j'ai envie de dire que la violence, on l'a dit, la virilité, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé dans la société, d'être un dominant. D'ailleurs, même dans l'éducation féministe, on a tendance à dire aux filles « soyez fortes, imposez-vous », jouez en fait le jeu de la loi du plus fort. Donc, à mon sens, c'est vraiment aller dans le mur et vraiment faire ce qu'il ne faut pas faire. Et effectivement, les femmes, puisqu'il n'y a rien de biologique, sont capables d'harceler, sont capables, voilà, au même titre que les hommes. Mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres, elles le font quand même beaucoup moins, grâce quand même à l'éducation qu'elles reçoivent, qui développe davantage d'empathie notamment. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais en tout cas, on voit que par exemple au collège, alors là ce sont des chiffres français une fois de plus, 80% des élèves punis sont des garçons et 90% des élèves punis pour violence sur autrui sont des garçons. Donc j'en reviens à mon point, c'est-à-dire que si on éduquait davantage les garçons comme les filles, je ne dis pas qu'il y aurait plus de violence, mais en tout cas dans des proportions extrêmement moindres qu'aujourd'hui. En ce qui concerne les guerres, alors du temps des guerres industrielles, donc des guerres à grande échelle qui commencent vers la fin des guerres napoléoniennes et qui vont vers les grands charniers la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin donc, vous avez très bien remarqué, d'une chair à canon docile et, comment dirais-je, stoïque et surtout brave. Brave jusqu'à la bêtise. Bien sûr, maintenant, la guerre a changé de visage. Le soldat, c'est un professionnel. C'est un professionnel qui est très, très, très éduqué et très, très formé, qu'il soit homme ou femme. Et donc, on n'a plus besoin d'une chair à canon massive. Et ma question serait, qui vient en premier, le changement de la façon de faire la guerre ou le changement d'approche des hommes et des femmes? Merci. Alors,
je pense qu'une des réalités actuelles de la guerre sur le continent européen, c'est qu'on voit que les formes de la guerre ont certes évolué avec des moyens technologiques et une efficacité qui est différente et un degré de technicité dans les compétences des soldats et des soldates qui est beaucoup plus élevé, mais que néanmoins, la nécessité de mettre des corps sur le champ de bataille et de les opposer les uns aux autres, elle reste, ou en tout cas, si ce n'est pas une nécessité, elle reste une lecture stratégique que certains États font de la guerre. Donc, quand la Fédération de Russie permet à ces sociétés militaires pseudo-privées ou para-étatiques d'aller recruter dans les prisons des hommes qui sont des hommes peu formés, peu éduqués, pour aller sur le champ de bataille et s'opposer à des armes extrêmement perfectionnées, elle continue de s'inscrire dans les guerres industrielles. Par ailleurs, un certain nombre de guerres qui sont menées aujourd'hui sont des guerres où la technologie est une technologie qui est celle des années 60, 70, où les gens n'ont pas nécessairement accès aux armes les plus développées. La question de qu'est-ce que l'intégration des femmes et des technologies de la guerre à distance ou de la guerre virtuelle fait aux armées, ça je ne saurais pas le répondre. Je ne sais pas si, Lucille, toi tu as des données sur la question. Moi ce que j'ai envie de dire, c'est que là encore, la question de la guerre, je pense qu'elle mériterait d'être étudiée à l'aune de la question de la virilité. Parce que là encore, on est dans des rapports d'asservissement, de domination des peuples. Je pense que là, avec la guerre en Ukraine, on a un très bon exemple sous les yeux. Oui, et puis les exactions qui sont menées de ces soldats contre les populations civiles, en fait, on se dit, mais c'est ça que font les hommes quand ils ont carte blanche, en fait. Bon. Et il faut savoir que, voilà, parfois, on va glorifier cette guerre, les guerres, en disant, oui, ça a créé peut-être des inventions, voilà. Et puis, ça sert aussi les intérêts des dominants, soit. Mais il faut savoir que les guerres et le terrorisme coûtent aujourd'hui 14 000 milliards de dollars par an tout autour du monde, qu'on ne crée jamais autant de richesses, mais financières certes, mais aussi humaines, culturelles, qu'en temps de paix. Donc je pense que la guerre, ce n'est pas une fatalité. Ça nous semble être une fatalité parce qu'il y en a toujours eu, bien qu'il y en ait de moins en moins, si on regarde les chiffres globaux. Mais voilà, ça ne devrait pas être une fatalité et personne ne devrait avoir à se battre. Et on ne devrait surtout pas glorifier cela ou valoriser cela, ce que rapportent les soldats ukrainiens ou russes quand ils rentrent à la maison. Enfin, voilà, ils souhaitent à personne de vivre ce qu'ils vivent. Je crois qu'il y a encore une question. Moi, je vais faire juste une petite remarque, peut-être idiote. Est-ce que finalement, la valorisation de la virilité, ce n'est pas la manière de cacher une faiblesse de l'homme en tant que sexe? On sait qu'il vit dans la plupart des sociétés, il vit beaucoup moins que les femmes. Alors, c'est la question des modes de vie, des comportements à risque. Mais un exemple qui est quelque chose de médical, c'est la faute à personne. Ce n'est pas la faute au mode de vie. Au moment du Covid, il y avait un facteur risque majeur, c'était l'âge, les conditions préexistantes, l'immunodépression, mais c'était le sexe. Je crois que les 3/4 des morts sont des hommes. Et ce n'était pas lié à leur mode de vie. Il y avait un facteur risque qui était lié au sexe sans que personne ne comprenne pourquoi. Voilà. Mais ce n'était pas une question, c'était juste une remarque. Quand même, j'ai envie de répondre parce que ça me fait penser, mais finalement, pourquoi les hommes dominent au final? Et les études, les théories que l'on a dessus, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure avec le néolithique, avec le moment où les hommes ont compris que finalement le rôle qu'ils jouaient dans la reproduction. Et la question était de savoir, mais à qui appartient l'enfant? Et donc, les travaux de Françoise Héritier, notamment, développent cette idée que la domination masculine serait un contrôle des femmes pour finalement contrôler la filiation
et s'assurer d'une pérennité, notamment de la propriété privée. Voilà, c'est l'hypothèse qui est émise aujourd'hui et on n'en a pas tellement d'autres en fait. L'hypothèse que j'émettais, c'est que c'était en fait l'homme savait qu'il était moins résistant. Alors je ne suis pas un homme, du coup posons la question. C'est pas une question sérieuse. Belinda, je crois que vous avez une question. Merci. Je voulais juste dire qu'au fond, je m'étonne parce que vous, si je vous écoute bien, vous voulez nous expliquer que si on élevait les garçons comme des filles, il n'y aurait plus de guerre. Il n'y en aurait plus beaucoup. Ouais. Permettez-moi d'en douter. Tout à l'heure, Arthur parlait de la pulsion de mort. Je pense que le psychisme humain obéit à des mouvements très profonds qui ne sont pas toujours, qui ne sont pas toujours la bonté, la générosité. Enfin, vous voyez, Peace and Love, c'était un moment de notre histoire, mais moi, j'y crois pas trop. Et pour appuyer cela, j'ai envie de vous dire, vous savez, par exemple, que les filles sont meilleures dans leurs études que les garçons. C'est prouvé, hein, jusqu'à un certain point, les filles apprennent mieux, plus raisonnablement, etc. Arrive le moment des concours, par exemple, et là, elles sont éliminées d'emblée. C'est-à-dire qu'elles ont des doutes, elles ne croient pas en elles, elles ne sont pas concurrentielles peut-être, etc. Et donc, elles perdent à ce moment-là tout ce qu'elles avaient comme bénéfice dans leurs études. Alors moi, quand vous dites « j'aimerais qu'on éduque les garçons comme des filles », j'aurais presque envie de vous dire « moi j'aimerais bien qu'on éduque les filles comme des garçons ». Mais on construirait 2 fois plus de palais de justice et de prisons. Ça, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Mais en fait, ce qui se passe, c'est pourquoi les filles sont meilleures à l'école et ensuite elles ne réussissent pas. Mais c'est parce qu'il y a tout un système qui va, par exemple, dans les sciences, où elles n'auront pas de rôle modèle, où elles vont penser que ce n'est pas leur place, par exemple. Et puis, sur les parcours professionnels, pourquoi elles ne sont pas au poste à responsabilité? Ce n'est pas qu'elles sont moins compétentes ou moins intelligentes, elles ont tous les diplômes. Mais c'est parce qu'il va leur revenir, et ça a été dit dans la table ronde tout à l'heure, qu'il va leur revenir de garder les enfants, parce qu'on pense encore que c'est aux mères à s'occuper des enfants. 70 à 80% des tâches parentales reposent sur leurs épaules. Alors éduquer les garçons, les filles en leur disant « allez, soyez fortes, prenez votre place », mais je pense que déjà c'est ce qu'essaient de faire les femmes en étant meilleures à l'école, mais après elles se confrontent au plafond de verre, ce qu'on appelle le plafond de verre, et là c'est tout un système de domination qui est à remettre en cause. Et une fois de plus, si on fait cela, c'est former les victimes, ça repose encore sur les femmes, c'est à vous de faire le travail. Non, je pense que là, si on fait ça, on se trompe totalement. Et aujourd'hui, pourquoi les femmes réussissent moins sur le marché de l'emploi, ont des postes à moins responsabilité, ont des salaires plus bas en moyenne? On l'a expliqué largement. Il y a beaucoup d'études qui étudient les phénomènes de discrimination au travail qui touchent les femmes. Bon, voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup de leviers, et notamment la question de la parentalité sur laquelle il faudrait travailler. Merci. Je crois qu'on a dépassé un peu notre temps. Merci à tous et à toutes.